L'énergie est le moteur de l'économie mondiale. Au XXe siècle, les combustibles fossiles ont même provoqué des guerres. Si on vous disait qu'il existe une nouvelle forme d'énergie propre et pratiquement illimitée, une énergie renouvelable dont l'existence a été prouvée dans de nombreux laboratoires, mais qui est ignorée par le gouvernement et de nombreuses revues prestigieuses. L'eau, par ses mouvements incessants, a ciselé cette falaise à partir du roc. Elle abrite également toutes les espèces marines et compose 60% du corps humain. La surface de notre planète est recouverte aux 2/3 de cette substance de vie dont plusieurs aspects restent encore mystérieux. Il y a plus d'un siècle, Jules Verne, le romancier visionnaire, a écrit ceci. « Je crois qu'un jour, l'eau sera employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. » Le 23 mars 1989, la prédiction de Jules Verne prend d'assaut la culture populaire. Deux chimistes de renom, le Dr Martin Fleischmann et le Dr Stanley Pons, devant une foule médusée, annoncent qu'ils ont détecté des réactions nucléaires qui pourraient changer l'eau en un combustible puissant. Selon eux, le procédé qu'ils ont observé et qu'on allait bientôt appeler fusion froide produit une énergie de fusion comparable à celle observée dans le Soleil, mais sans émettre de radiation mortelle. Le département d'énergie des États-Unis met rapidement sur pied un comité d'études dirigé par le Dr John Huizenga. Nous avons rédigé un rapport très négatif et nous avons conclu que les résultats qui avaient été présentés allaient à l'encontre de tout ce qu'on avait découvert en physique nucléaire depuis 50 ans. Immédiatement, des rapports constatent un excédent de chaleur beaucoup trop élevé pour être le produit d'une réaction chimique. Du Texas à l'Inde, des laboratoires confirment la présence de tritium, un élément essentiel pour déterminer si une réaction est nucléaire. En quelques semaines, nous avons eu les premiers résultats. Plusieurs groupes ont déclaré avoir observé de la chaleur excédentaire, mais le phénomène le plus incroyable et le plus important était la présence de tritium. La vieille garde de la communauté scientifique profite alors de son influence dans les médias et sur le gouvernement pour traîner dans la boue Pons, Fleischmann et leurs découvertes sans précédent. Des publications comme la revue Nature, qui pratique l'évaluation par les pairs, alimentent le débat en accusant les scientifiques d'incompétence, ce qui déclenche la plus grande tragédie de l'histoire de la science. Je crois que cette idée est morte et qu'elle va le rester très longtemps. C'est une découverte aussi importante que le premier vol des frères Wright à Kitty Hawk. Cependant, au lieu de célébrer, les bonzes de la science ont déclaré la guerre à la fusion froide. Les promesses de la fusion froide ont-elles été anéanties par des manias de l'énergie avides d'argent et étroits d'esprit, pour qui les profits sont plus importants que le bien-être des habitants de notre planète? L'hydrogène et l'oxygène, qui composent l'eau, sont deux des éléments les plus réactifs sur Terre. On connaît l'électrolyse, le procédé pour les extraire de l'eau sous forme de gaz depuis 200 ans. Ce savoir nous a permis de développer des combustibles qui sont même utilisés pour propulser les fusées dans l'espace. Malgré leur puissance, ces combustibles chimiques n'ont rien à voir avec l'énergie dégagée par une réaction nucléaire. Positively charged deuterons are attracted to the palladium cathode. They cram together, and there are millions and millions of them inside the cathode, getting closer and closer, and then they fuse. And they create energy in the form of helium. There's more energy in 1 cubic mile of seawater than in all the known oil reserves on Earth. I mean, you could drive your car 55 million miles on a gallon of heavy water. Maybe the end of pollution. Cette version naïve et hollywoodienne de la création d'énergie à partir de l'eau peut sembler fantaisiste. En fait, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé une théorie solide pour expliquer le phénomène. Mais le docteur Eugene Malov, qui a déjà été rédacteur scientifique en chef au MIT, a rassemblé assez de preuves pour authentifier le phénomène.
Quand j'ai terminé mon livre Fire from Ice en 1991, j'étais arrivé à la conclusion que les preuves de l'existence de la fusion froide étaient extrêmement convaincantes. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Nous pouvons prouver sans conteste à 100% l'existence de la fusion froide. Les critiques rejettent d'emblée la fusion froide, mais les recherches ne cessent pas pour autant. Des appareils continuent de produire de l'énergie d'une façon qui défie toutes les conventions de la science moderne. Nous produisons de l'énergie nucléaire sans les radiations nucléaires attendues. Si un atome avait la taille d'un énorme stade, il y aurait en son centre un noyau de la grosseur d'un pois. L'atome dans l'œil de cette souris se compare à la taille de la souris de la même manière que celle-ci se compare à la Terre. Ces comparaisons de taille éclairent le défi incroyable auquel des scientifiques doivent faire face pour résoudre l'énigme des effets de la fusion froide. Il y a fusion lorsque les noyaux de deux atomes, généralement de l'hydrogène, entrent en collision et fusionnent, libérant ainsi une grande quantité d'énergie. Les théories actuelles présument que la fusion ne peut se faire qu'à des températures très élevées, comme celles que l'on retrouve au cœur du Soleil, ou lors d'explosions nucléaires. À l'intérieur d'installations comme le réacteur expérimental JET en Angleterre, des chercheurs tentent de reproduire le processus de fusion du Soleil depuis des décennies. Les installations qui se consacrent à la fusion chaude, comme celle de Princeton et du MIT, ont reçu des milliards de dollars pour construire des réacteurs tokamak à confinement magnétique pour tenter de reproduire le processus de fusion du Soleil. Le budget de plusieurs universités influentes dépend de l'argent de la recherche en fusion détourné des coffres du gouvernement. Ponce et Fleischmann connaissent bien tous les deux les risques de parler trop tôt de leur recherche. Qu'est-ce qui a pu les pousser à passer outre l'évaluation par les pairs pour annoncer leur découverte par le biais des médias? Avant l'annonce de 1989, Stephen E. Jones, un professeur de physique à l'université Brigham Young, apprend la teneur des recherches de Ponce et Fleischmann grâce à un informateur au département d'énergie. Dans un exemple flagrant d'opportunisme, Jones insiste pour rendre public ses propres résultats qui sont beaucoup moins concluants. En dénigrant les déclarations de chaleur excédentaire de Ponce et Fleischmann, la publication des résultats de Jones aurait empêché les deux chercheurs de breveter le procédé qu'ils ont développé à leurs frais pendant toutes ces années. Devant cette impasse, Ponce et Fleischmann suivent les conseils des avocats de l'université et rendent leurs travaux publics. Leur découverte menace directement l'industrie de l'énergie. Mais c'est la communauté scientifique, en particulier les physiciens, qui va agiter le spectre du doute et de l'erreur. La guerre est déclarée. Le 14 avril 1989, le docteur Glenn Seaborg, un lauréat du prix Nobel très réputé dans le milieu de la science nucléaire, affirme au président Bush « Ce n'est pas le résultat de la fusion nucléaire ». Le secrétaire d'État à l'énergie, l'amiral James Watkins, demande tout de même à plusieurs laboratoires financés par le gouvernement d'évaluer les déclarations sur la fusion froide. L'amiral Watkins, qui était à la tête du département d'énergie à l'époque, a ordonné que l'on vérifie ces allégations en 2 semaines. Il a mis à contribution tous les laboratoires du département. J'ai mis mon équipe sur le coup, mais nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas avoir de résultats en moins de 4 semaines. Ils nous demandaient l'impossible, quoi. Le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, est parmi les laboratoires choisis. Le directeur du programme de fusion chaude, le professeur Ronald R. Parker, tire la salve suivante. En première page du Boston Herald, il accuse Fleischmann et Ponce de fraude et d'amateurisme scientifique. C'est le signal de départ de l'attaque de la Société américaine de physique contre la fusion froide. Un vétéran de la fusion chaude, William Harper, professeur à Princeton et conseiller du secrétaire d'État Watkins, déclare « Juste avant Fleischmann et Ponce à la télévision, on peut deviner que ce sont des idiots incompétents. » Pour un scientifique, la crédibilité est un élément essentiel. Si vous la perdez, vous n'aurez plus de financement, votre travail sera considéré comme inférieur et vous allez baisser dans l'estime de vos confrères. C'est un désastre total. Le département d'énergie des États-Unis, le DOA, met sur pied un comité d'études au mois d'avril 1989. C'est le docteur John Huizenga qui est choisi pour le présider, bien que son préjugé contre la fusion froide soit de notoriété publique. Huizenga a en effet déclaré que la fusion froide était une absurdité et il a conseillé aux autorités de ne pas étudier l'affaire plus à fond.
À la mi-juillet, le comité remet un rapport accablant. Après des décennies d'observations rigoureuses à travers la lentille de verre dépolie qu'il a fabriquée, le Hollandais Anthony Leeuwenhoek nous a fait découvrir le royaume de la microbiologie en 1675. Cependant, la communauté scientifique a continué à ignorer ces faits pendant tout près de 200 ans, en ridiculisant le travail de chercheurs comme Louis Pasteur. L'inventeur Thomas Edison voyait un monde où l'énergie viendrait du courant continu qu'il étudiait. Ses critiques publiques sur les recherches de son rival Nikola Tesla ont failli coûter au monde entier le miracle du courant alternatif. Quand les frères Wright ont volé pour la première fois en 1903, aucun journal n'a couvert l'événement. Tout le monde était convaincu, la presse américaine à tout le moins, qu'un vol dans une machine plus lourde que l'air était impossible. Tous les scientifiques disaient que c'était absurde. Les rédacteurs des journaux n'ont même pas pris la peine de dépêcher des journalistes pour interviewer les frères Wright ou des photographes pour immortaliser ce moment. Ce n'est qu'au bout de 5 ans que les gens ont dit « Mon Dieu, c'est réel, un engin plus lourd que l'air peut voler. » Nous l'avions prouvé. Nous avons conclu qu'avec la quantité de palladium pour recouvrir votre pouce, nous pouvions construire un réacteur qui pourrait générer toute l'énergie nécessaire à la ville de Los Angeles. Les preuves s'accumulent. Mais des experts respectés comme Huizenga, Harper et Morrison maintiennent leur opinion et continuent d'agiter le rapport négatif du comité d'études comme seule source fiable. En fait, des données essentielles de la découverte ont été publiées dans des revues réputées, mais les grands pontes de la science officielle, la science de l'argent et de la politique, noient la vérité avec des accusations d'irrégularité et même de fraude.